Bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Merci d'être là pour ce deuxième bien démarré sur AWS en français à destination de toutes les personnes qui parlent français. Ça fait beaucoup de monde a priori. Moi je m'appelle Sébastien Stormac, je suis belge francophone. C'est la fête nationale de la Belgique aujourd'hui. Bon anniversaire Belgique qui fête son indépendance. Et je suis basé en France où il fait très très beau aujourd'hui. Dans cette session, nous allons parler de compute. Donc hier, on a fait un Getting Started général où je parlais d'infrastructure, de réseau, je parlais de stockage, on a parlé un tout petit peu de base de données, on a parlé quoi d'autre de compute. Et puis, pour le restant des jours de cette semaine, à midi tous les jours, dans ce fuseau horaire, on va faire un deep dive sur un sujet spécifique. Aujourd'hui, on a adressé le compute. Donc le compute, c'est le service, les services qui vous permettent d'exécuter du code sur AWS, que ce soit des machines virtuelles, des containers ou des fonctions serverless. Alors j'ai un peu de slides, j'ai des démos aussi, on va démarrer des virtual machines, on va faire une fonction lambda, on va voir un peu comment fonctionne la gestion des containers, et donc j'espère qu'au bout d'une heure, vous en saurez un peu plus sur la gestion ou les options en tout cas que vous avez pour le compute sur AWS, pour faire tourner votre code sur AWS. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous êtes sur GoToWebinar, c'est dans la question, la petite fenêtre question. Si vous êtes sur Twitch, je ne sais pas où, si je vois les questions. Tiens, ça c'est une bonne question pour moi. Je vois qu'il y a quelques personnes connectées sur Twitch, mais je ne vois pas les questions immédiatement. Là, je les verrai comme ça. Bonjour à ceux qui sont sur Twitch. Si vous me cherchez sur Twitch, c'est Seb AWS. Je suis aussi assez présent sur Twitter, Sebsto, vous posez des questions. Là, j'y répondrai pas en direct parce que je ne peux pas aller voir les questions en direct sur Twitter. Il y a des vidéos tutoriaux aussi sur ma chaîne YouTube sur Sebsto et puis plein de codes d'exemples sur GitHub. Alors, petit récap de ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on va parler d'EC2, d'ECS. Donc, EC2, ce sont les machines virtuelles. ECS, c'est le service qui permet de tourner des containers Docker. On va parler brièvement Lambda. Et si on a un peu le temps de Lightsail, mais Lightsail, j'en ai touché un mot hier déjà, vous retrouverez ça dans la vidéo de hier. Toutes les vidéos seront disponibles à la fin de la semaine. Donc, n'hésitez pas à retourner, vous recevrez probablement un lien si vous êtes inscrit. N'hésitez pas à venir voir les vidéos à la fin de la semaine. Je vais rajouter ma petite tête comme ça. Alors avec le fond vert, c'est pas top. Avec celui-là non plus. On va faire comme ça. Et comme ça, vous me voyez pendant que je vous parle et c'est mieux comme ça. Alors, hier, j'ai donné quelques indications sur quelques bases, quelques concepts de base, et je voudrais reprendre ces concepts de base avec vous avant d'aller plus en détail. Première chose dont on a parlé hier, c'était le réseau. Et pour tourner des services comme des containers Docker, des machines virtuelles, eh bien, vous devez les mettre dans un réseau, il n'y a pas de secret. Le réseau sur AWS s'appelle le VPC. Il y en a un qui est créé par défaut. Donc, si vous ne vous souciez pas du réseau, vous en foutez au fait, vous déployez dans le VPC par défaut. Mais si vous voulez contrôler un peu mieux les ranges d'adresse IP, par exemple, les règles de routage, vous allez pouvoir créer votre propre VPC. C'est assez facile, hein. Vous allez dans la console, créer un VPC, il y a quelques wizards, quelques guides qui vous expliquent comment faire cela. Donc un VPC par exemple, ça tient dans une région toujours, vous définissez un range d'adresse, ici c'est IPv4 mais on supporte IPv6 également. En IPv4, 172.31.00.16. 16, ça veut dire que les 16 premiers bits sont fixés, c'est l'adresse du réseau. Les 16 derniers bits sont libres pour vos hosts et vos subnets. Et puis vous créez plusieurs subnets, un par zone de disponibilité. Je rappelle qu'une zone de disponibilité, c'est un groupe de data centers distant de quelques kilomètres des autres zones de disponibilité et indépendant en matière de risque. Vous créez vos subnets, ici des subnets publics qui ont accès à Internet, des subnets privés. Vous choisissez les adresses de ces subnets. Donc ici on a 0, 1, 2 pour les subnets en vert, 100, 101, 102 pour les subnets en bleu. Et vous décidez combien de hosts pourront être déployés dans ces subnets. Typiquement ici 24, donc slash 24. Donc ça veut dire que sur 32 bits, il y a 24 bits qui sont fixés
Pour le réseau, donc il vous reste 32 moins 24, ça fait 8 bits pour vos hosts, et 8 bits moins les adresses réservées, ça fait 254 hosts dans chaque réseau. On a parlé aussi très brièvement de la virtualisation dans le cloud avec Amazon EC2, qui est le service qui vous permet de lancer des machines virtuelles dans le cloud. Donc il faut voir que dans nos data centers, on a des racks de serveurs avec du matériel dédié conçu par AWS, et que sur ce matériel fonctionne un système de virtualisation qui s'appelle Nitro, qui est composé à la fois de matériel, donc il y a des chipsets spécifiques dans les ordinateurs, et puis il y a aussi du logiciel, un hyperviseur logiciel qui tourne sur le domaine 0 de ces machines, et c'est sur cet hyperviseur que vous démarrez vos instances, partagées avec d'autres clients AWS, donc vous ne connaissez pas nécessairement vos voisins. Donc quand vous démarrez des machines virtuelles, on va choisir un slot de disponible sur un rack quelque part dans le data center, et on va vous donner accès à cette machine virtuelle. Cette machine virtuelle a besoin de disques, d'espace de stockage, et donc il y a un service que vous pouvez utiliser qui fournit des volumes virtuels à vos virtual machines. Ça s'appelle EBS. Donc EBS, ce n'est pas un disque physique, hein, c'est un service que votre machine virtuelle va accéder à travers le réseau pour accéder à ce qu'on appelle un block device. Un block device, c'est présenté, c'est vu dans le système d'exploitation comme étant un disque dur. C'est comme si c'était un disque dur attaché à la machine, sauf que c'est un service réseau distant. Alors il y a différents types de volumes EBS suivant les performances de vos applications. Les performances se mesurent en opérations entrée-sortie par seconde, IOPS. Vous pouvez avoir des volumes EBS avec énormément d'IOPS ou moins d'IOPS. Ils sont implémentés par des disques SSD ou des disques traditionnels magnétiques qui tournent. Il y a des tas de choses assez chouettes qu'on peut faire avec EBS. Moi, mon préféré, c'est les snapshots. Une fois que j'ai un volume, je peux faire une copie binaire de mon disque et avoir un snapshot. Et à partir de ce snapshot, je peux recréer un autre volume. Donc c'est pratique si on veut éteindre son instance EC2, par exemple. On garde juste le snapshot. On sait que plus tard, on pourra recréer un volume, l'attacher à une instance et redémarrer l'instance. Les snapshots, c'est pratique aussi pour le disaster recovery, où vous pourrez copier vos snapshots dans un autre compte, peut-être dans une autre région AWS. Et puis vous pouvez faire autant de snapshots que vous voulez. Le premier peut prendre un peu de temps parce qu'on va copier tous les blocs du disque, mais les snapshots sont incrémentaux, donc on va copier uniquement le delta depuis le dernier snapshot, qui fait qu'ils sont assez rapides à créer. Et vous pouvez évidemment les effacer dans n'importe quel ordre, restaurer n'importe quel snapshot dans n'importe quel ordre de votre historique. Donc ça c'est EBS, on en a parlé hier. Les snapshots sont stockés sur Amazon S3, dont j'en ai parlé hier également. Enfin, sachez qu'il y a plus de 200 types d'instances que vous pouvez démarrer. Un type d'instance, sa caractéristique, c'est la quantité de CPU, de mémoire, de réseau et de stockage auquel vous allez avoir accès. Donc il y a des toutes petites instances avec un CPU, il y a des très grosses instances avec des dizaines et des dizaines de CPU et des centaines de gigas de mémoire. Donc en fonction de l'application que vous allez déployer, si c'est une application qui a besoin de beaucoup de CPU pour faire de l'encodage vidéo par exemple, ou une application qui a besoin de beaucoup de mémoire pour faire des caches en mémoire, c'est plutôt ça que vous allez regarder pour choisir votre type d'instance. Alors je sais que c'est un peu perturbant parfois de se dire quelle instance choisir. Si vous ne savez pas, la règle c'est très simple, vous choisissez sur des instances généralistes qui ont un bon ratio entre CPU et mémoire, qui ne sont pas trop grosses, pas trop petites, et puis vous observez comment votre application se comporte là-dessus. Si elle est trop petite, l'instance, vous pouvez à tout moment arrêter votre instance, changer le matériel et redémarrer l'instance. Le matériel virtuel évidemment. Alors ces instances, elles ont des petits noms comme m5d.xlarge, ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est assez facile à s'y retrouver. La première lettre en majuscule, c'est le type d'instance, la famille d'instances. Il y a des instances M, ça c'est les general purpose, les instances à tout faire, où il y a un ratio CPU-mémoire. Il y a des instances R, comme RAM, où il y a beaucoup plus de mémoire que de CPU, proportionnellement. Il y a des instances C, comme compute, où il y a plus de CPU que de mémoire, etc., etc. Ensuite, on a un numéro de version, il y a plusieurs générations. C2 existe depuis 14 ans, donc forcément, on a amélioré pendant ces 14 ans. Pour M, on en est à version 6 maintenant, avec des instances ARM. D, c'est un petit qualificatif. D, ça veut dire density, donc il y a beaucoup de stockage local sur ces instances. G, vous allez trouver ici, c'est Graviton. Graviton, c'est le processeur qu'AWS a développé, un processeur ARM, sur les M6G par exemple, c'est des instances Graviton. N, c'est Network, ce sont des instances qui ont beaucoup de bandes passantes et d'une faible latence réseau.
Donc en fonction des caractéristiques de votre application, là aussi vous pouvez déployer des instances DGN. Et puis vous avez une taille exprimée en taille de t-shirt, extra small à extra large, XXL, avec plus de CPU, plus de mémoire. Donc dans une famille et dans une génération, il y a des petites instances, il y a des grosses instances, et donc vous pouvez combiner tout cela. Je vais vous montrer tout cela dans la console dans un moment. Alors, le service de compute, c'est l'ensemble des services où vous pouvez déployer votre code et typiquement, vous allez le faire sur EC2 dans des containers avec ECS, EKS ou Fargate ou Lambda avec juste des fonctions. Alors, ce graphe, il est structuré de bas en haut, un graphe en lasagne. Au plus vous êtes bas dans les couches là, au plus vous avez des choses à faire. Donc, au moins, nous, on fait des choses pour vous. Typiquement, avec une Amazon EC2 instance, une instance EC2, nous gérons le hardware physique, on gère les câbles qui sont connectés et l'hyperviseur, et puis vous démarrez une machine virtuelle là-dessus, un peu comme vous le feriez avec VMware finalement dans un data center. Mais vous avez quand même pas mal de choses à faire. Vous devez manager l'OS, donc vous devez choisir l'OS, installer des patchs éventuellement, vous devez vous occuper du scaling, donc rajouter des instances derrière un load balancer si vous avez plus de travail, réduire les instances s'il y a moins de travail. Vous devez configurer un minimum le réseau, le DNS, vous devez vous occuper du backup, vous devez déployer votre code. Donc tout ça, c'est à votre charge. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour vous, pas beaucoup de choses à faire pour nous. Mais c'est là où vous avez le plus grand degré de liberté pour faire ce que vous voulez. Parce que c'est une instance de virtual machine Linux ou Windows. Vous êtes root dessus, on supporte plusieurs distributions de Linux, plusieurs versions de Windows. Et vous faites un peu ce que bon vous semble, comme vous le feriez dans votre data center. Donc plus de tâches. Mais plus de responsabilités également. Donc plus opinionated, c'est ce qui est marqué sur le côté, là vous pouvez lire de ce côté-là du slide. Quand on monte dans les couches, vous allez pouvoir probablement avoir moins de choses à gérer, mais au prix d'un tout petit peu plus de contraintes. Donc ECS, EKS sont des systèmes de management de clusters pour Docker qui vous permettent de déployer des containers Docker. Fargate également, j'expliquerai la différence dans ce moment. Et puis Lambda, là vous rentrez un peu plus dans un framework, dans un moule, donc tout n'est pas possible. Vous n'allez pas faire tourner votre SAP d'entreprise ou une base de données Oracle dans Lambda. Dans Docker, il y a moyen, mais c'est peut-être pas la meilleure idée, mais bon, techniquement, il y a moyen. Dans Lambda, il n'y a pas moyen, point. Dans Lambda, vous déployez votre code, et uniquement votre code, et nous chargeons de tout le reste. On s'occupe du hardware, on s'occupe du provisioning, on s'occupe du scaling, de la haute disponibilité, on s'occupe d'appeler votre fonction. Donc, c'est quand même un moyen extrêmement simple de déployer du code, et on terminera en parlant de Lambda tout à l'heure. Donc, EC2, on va commencer par les bases, les bonnes vieilles machines virtuelles de papa. On lance sa machine virtuelle, on est root dessus et vous installez ce que vous voulez dessus. Donc il y a quand même un ensemble de points à regarder quand vous allez lancer votre machine virtuelle. La première, c'est dans quel réseau vous allez la lancer, peut-être même dans quelle région, mais comme un réseau, c'est dans une région. Choisir le réseau, ça équivaut à choisir la région. Mais où est-ce que vous voulez la lancer? Dans quelle des 23, 24 régions vous voulez le lancer? Dans quel VPC dans cette région? Dans quel subnet? Si vous avez plusieurs sous-réseaux dans votre VPC, comme j'ai montré dans le graphe avant, vous allez devoir nous dire exactement dans quel subnet vous voulez démarrer cette machine. Si cette machine a pour vocation de recevoir des connexions TCP de l'extérieur, vous allez également devoir définir un security group. Un security group, c'est un espèce de filtre qui définit quels sont les accès possibles à votre machine. Si votre machine doit faire des connexions à d'autres services AWS, vous pouvez lui assigner des permissions, ça se fait via des rôles IAM, je vais vous montrer ça. Puis après, vous devez configurer votre machine, installer des applications comme vous le faites d'habitude, et faire des backups, notamment avec des snapshots EC2. Alors, on va changer d'écran et on va prendre ah non, pas le Finder, ça c'est pas une bonne idée, c'est Firefox, pardon. Voilà. Alors, dans Firefox, vous allez pouvoir prendre la console AWS, et quand vous arrivez sur la console, vous arrivez là. Alors, il y a beaucoup de services, hein,
plus de 170 services. Donc le plus simple, moi je ne vais jamais dans cette liste-là, je tape le nom du service, EC, et je vois EC2 là, et donc je vais démarrer une instance EC2 là devant vous. On voit qu'il y a des snapshots BS. Qu'est-ce qu'ils font là, ces snapshots? Ils ne semblent pas être là. Je fais un peu de nettoyage dans mon compte. Désolé. Ah, c'est des snapshots du backup. Ok, j'y reviendrai. Dans le dashboard EC2, vous voyez combien d'instances tournent. Ici, j'ai 0 instance qui fonctionne pour le moment. J'ai une paire de clés SSH. La paire de clés SSH est assez importante parce que c'est ça qui va vous permettre de vous connecter, de vous identifier sur la machine par SSH si vous êtes sous Linux, ou d'avoir le mot de passe Windows si vous êtes sous Windows. Et vous pouvez les créer ici dans KeyPair. Vous pouvez créer une KeyPair et télécharger la clé privée. La clé publique, elle ira sur l'instance. Bon, quand on est ici dans EC2 Dashboard et qu'on veut lancer une instance, on clique sur Launch Instance. Première chose à faire, c'est vérifier dans quelle région vous êtes. Ici, je suis sur la région Paris, parce que c'est celle la plus proche de moi en termes de réseau. Donc, vous choisissez la région. Ensuite, vous choisissez le système d'exploitation et on a le choix entre plusieurs versions de Linux et plusieurs versions de Windows. On a Amazon Linux, c'est notre distribution basée sur CentOS, mais vous pouvez avoir aussi du SUSE, du Ubuntu, du Red Hat, différentes versions de Windows. Alors ici, je vais commencer par un Amazon Linux, hein, c'est classique. Et puis, il y a toutes ces instances dont j'ai parlé avant. Vous devez choisir le type d'instance. Si vous choisissez des T2 micro, vous êtes éligible pour du free tier. Donc, vous avez droit à l'équivalent d'une instance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être 2 instances 12 heures par jour ou 6 instances 2 heures par jour ou 4 heures par jour, vous gérez ça comme vous voulez. Mais ces instances-là, elles sont gratuites. En tout cas, vous avez 750 heures gratuites par mois de ces instances-là. Si je vais prendre une instance M quelque chose, un M5 par exemple, vous voyez les modifiers, ici il y a A, D. A, c'est pour AMD, ce sont des instances avec des processeurs AMD. Sinon, je vais prendre un M5D large, il y a 2 CPU, 8 Go de mémoire, il y a 2 disques durs local et puis jusqu'à 10 gigabits de réseau, ça me semble bien. Alors ici, je peux revoir mes différentes options. J'ai choisi une M5D sur Amazon Linux. La console me dit attention, c'est pas éligible au free tier, donc je vais payer à la seconde pour cet instant, je le sais. Le security group, on va autoriser, on va l'appeler démo, et on va autoriser 2 protocoles sur ce security group. Donc je répète, le security group, ce sont les connexions réseau que j'autorise. Et ici, je vais autoriser HTTP 80 en provenance de n'importe quelle source. Je pourrais dire SSH, je dis uniquement si c'est mon adresse IP. C'est mon adresse IP là pour le moment. À part ça, vous avez du stockage. Il y aura un volume de 8 Go pour booter, un EBS. Et puis il y a des disques locaux sur cette machine-là aussi. J'aurai 75 giga, pardon. Je peux donner des tags aussi. Un tag, c'est une clé valeur démo. Comme ça, on peut retrouver facilement ces instances. Une fois qu'on a tout ça, on donne la paire de clés SSH que j'ai créée avant, qui me permettra de me connecter. Alors ici, vous voyez que j'ai une petite erreur parce que j'ai déjà un security group qui s'appelle démo. Donc on va dire choisis un security group existant. C'est parce que je fais trop de démos. Et là, on a juste TCP, TCP SSH. Ça me semble bon, on va faire ça pour le moment. Donc je peux faire launch et launcher mon instance. Vous voyez que j'ai des instances à l'arrêt aussi, elles sont stoppées, mais je peux peut-être un peu agrandir ma console pour que vous voyez mieux. Et puis j'ai cette instance-là qui est en train de démarrer, une M5D. Celle-là, j'en ai plus besoin, je peux la terminer. Attention, quand vous terminez une instance, c'est définitif, il n'y a plus moyen de la récupérer, on perd tout ce qu'il y a sur l'instance. Donc vous faites des snapshots avant de vos volumes si vous terminez une instance. Zut, j'ai fait Demo était sélectionné aussi, donc Demo est en train de faire un shutdown. Désolé pour ça. Donc je relance une instance, je choisis Amazon Linux, je choisis une instance
General Purpose, M5, M5D large. L'instance détail, on a placé ça tout à l'heure. Le stockage, il est le même. On va remettre name démo. Le security group, on va lui dire de prendre le security group démo qui existe déjà. Et review and launch avec ma paire de clés. Désolé pour le petit couac à vouloir nettoyer et faire trop de choses à la fois. Ben voilà, on se retrouve avec une instance terminée. Les instances terminées restent dans la console pendant quelques secondes, c'est pour ça que je voulais en terminer une pour vous le montrer. Et elles vont éventuellement disparaître donc après un tout petit peu de temps. Après la phase pending, l'instance est running et vous voyez que l'instance reçoit un nom DNS qui est très, très utile ici. Et donc je peux prendre un terminal pour m'y connecter. On peut aussi faire un connect via un terminal dans la console. Et la console vous donne la commande à taper SSH-i avec votre clé, la clé privée SSH. Le user c'est EC2 user et puis le nom DNS de mon instance. Alors ici je vais le faire avec EC2 Instance Connect, donc c'est un browser SSH dans ma console. Pourquoi? Parce que si je lance un terminal, vous ne le verrez pas sur l'écran, tandis qu'ici c'est dans Firefox. Ah oui, en revanche, si c'est dans Firefox, quelle est l'adresse IP de mon security group? Quelles sont les adresses qui ont le droit de se connecter en SSH sur mon security group démo? On va regarder ça de suite. C'est uniquement mon adresse IP à moi, mais là c'est le browser qui essaye d'accéder, donc on va rajouter anywhere et faire un save rules. Si je fais ça et que je reviens à mon browser, on va pouvoir dire bien je vais me reconnecter à mon instance démo connect avec EC2 Instance Connect sur l'utilisateur EC2 User et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, là je suis connecté. Après c'est une vraie instance Linux, hein, donc toutes les commandes que vous connaissez sont toujours les mêmes. Je pourrais faire un sudo yum update pour mettre à jour les différents packages par exemple. Vous voyez que ça va assez vite, on a quand même pas mal de bandes passantes disponibles sur ces machines. Quoi d'autre? On va laisser l'update se terminer. Si je veux accéder à d'autres services AWS à partir de cette instance, par défaut, elle n'a pas le droit, parce qu'elle n'a pas d'access key, de secret key qui lui permettent de faire ça. Donc je pourrais donner des permissions à cette instance. Je vais vous montrer ça dans une toute petite seconde dès que cette commande se termine. Voilà. Si je fais AWS S3 LS par exemple, ben voilà, il me dit que ça n'a pas été configuré. Et même si je fais un AWS configure, je ne vais pas aller lui mettre un access key, secret key. Je pourrais lui mettre une région par défaut, oui, par exemple ben, la région où je suis, West 3. Mais ça ne va pas m'aider à me connecter à S3 parce qu'il n'y a pas d'access key, secret key. Donc si je veux donner des permissions à mon instance, je peux le faire en attachant un rôle. Et à tout moment, on peut attacher un rôle via le menu Action et Instance Settings. Et puis, on va dire Add ou attache un rôle. Pour le moment, il n'y a pas de rôle. Mais je pourrais créer un rôle qui donne accès à S3 par exemple. Donc je clique dans ma console, créer un rôle. On va faire créer un rôle qui peut être attaché par une instance EC2. Donc là, je dis qui a le droit de se connecter à ce rôle, d'utiliser ce rôle, c'est le service EC2 lui-même. Et soit je crée les permissions moi-même, ce qui est assez ennuyant, soit j'utilise des ensembles de permissions déjà faits. C'est des manage policies. Ici, je choisis Amazon S3 Read Only Access. Je review tout, je donne un nom à mon rôle, EC2 S3 Access, attention, pas d'espace là, et je crée mon rôle. Donc le rôle est créé. Une fois que le rôle est créé, j'utilise la petite flèche là pour rafraîchir ma liste drop-down et on voit que j'ai EC2 S3 Access qui est dans la liste.
et je peux donner ce rôle-là à mon instance EC2. Une fois que j'ai fait ça, je reviens ici et automatiquement la machine elle a les permissions pour accéder en read-only à S3. Et donc vous voyez tous mes buckets S3 ici. Donc c'est un moyen extrêmement puissant. N'importe quelle application qui fonctionne sur cette instance-là aura les permissions que vous avez données dans le rôle. Alors ici, je pense à nettoyer après moi, surtout en matière de permissions. Donc je peux détacher ce rôle-là et dire pas de rôle et faire apply. Et tant que j'y suis, je vais aller effacer mon rôle S3. Oula, j'en ai un paquet de rôles S3. Hop, c'est celui-là, delete rôle. Et comme ça, je suis certain de ne pas laisser des permissions derrière moi. Maintenant que j'ai détaché mon rôle, si je reviens ici et que je fais S3 LS de nouveau, je n'ai plus accès à ma console. À mes buckets S3. Donc ça c'est un moyen de donner des permissions à vos instances. Je vous laisse explorer, il y a des tas de choses que vous pouvez faire, notamment arrêter une instance, la mettre en hibernation, la redémarrer, la terminer, attention je répète c'est définitif. Vous pouvez créer une image pour booter d'autres instances à partir de l'image 10 de cette instance-là, donc si vous avez déjà utilisé des packages par exemple, vous avez installé des packages sur votre application, sur votre instance et vous voulez créer un snapshot de ce disque-là de manière à pouvoir créer d'autres instances plus tard qui sont configurées de la même façon. Vous pouvez créer des images. Donc une image, c'est un snapshot EBS finalement qui permet de booter une machine. On appelle ça une Amazon Machine Image, un AMI. Bien, à tout moment, vous pouvez changer le security group aussi de votre instance. Et toujours dans un souci de sécurité, j'ai ouvert un peu les permissions sur un security group pour faire cette démo. Donc je vais refermer les permissions maintenant que la démo est terminée. Je vais dire uniquement mon adresse IP, pardon, my IP, peut se connecter en SSH aux machines qui sont sur ce groupe-là. Attention, vous payez à la seconde sur les instances EC2. Donc si vous ne l'utilisez pas, n'oubliez pas de faire un terminate pour arrêter cette instance. À partir du moment où elle est terminate, vous arrêtez de payer. Si vous faites un stop, vous arrêtez de payer aussi, mais stop conserve le volume EBS, donc vous payez encore pour le volume EBS. Tandis qu'un terminate, on détruit le volume EBS et donc il n'y a vraiment plus rien à payer pour cette instance. Voilà un petit tour tout facile de C2, comment démarrer EC2. Tout ce que je fais dans la console est programmable également, soit avec la ligne de commande, soit avec des outils qui vous permettent de gérer de l'infrastructure as code, parce que c'est effectivement ça l'intérêt d'utiliser du cloud, c'est que tout ce qu'on fait est fait par des API et donc je peux programmer mon infrastructure. Je peux écrire des scripts en Python, en JavaScript, en Shell, qui va provisionner de l'infrastructure pour moi. Et c'est quoi l'intérêt de provisionner de l'infrastructure automatiquement? C'est d'avoir de l'infrastructure qui est répétable. Imaginez que vous passiez 2 jours à configurer un environnement pour une application en production, et puis on vous dit, ah oui, mais il faut aussi configurer un environnement de test, de dev, et peut-être que dans 2 mois, on va devoir aussi déployer la même application dans une autre région, pour être proche de nos clients dans une autre région. Vous n'allez pas refaire cette configuration à la main, et même si vous le faites, c'est très probable que ce ne soit pas exactement la même configuration au final. Donc, plutôt que de configurer à la main dans la console, comme je viens de le faire, ce qui est très bien pour découvrir, pour explorer, pour tester, en réalité, pour de la production, vous n'allez pas faire comme ça, vous allez écrire des scripts, il y a plein de moyens. Nous avons le Cloud Development Kit, il y a des solutions third party également, comme Terraform qui existent, pour automatiser, scripter la création d'infrastructures dans le cloud. Bien. ECS, EKS. Peut-être vous avez déjà une application qui tourne, elle est déjà dans des containers et vous avez des containers Docker et vous souhaitez déployer cette application dans le cloud. Alors la première approche, elle est peut-être un peu naïve, c'est se dire, bon, ben, je vais prendre mon instance Amazon EC2, et puis je vais installer Docker dessus, et puis je vais configurer à la main mes containers, et voilà. Très bien, sauf qu'un container Docker, bah, ça peut mourir, comme ça peut tomber en panne, comme tout le reste. Et donc, à un moment, il va falloir se dire, ben, il faut une petite application sur mon instance qui monitore les Docker. Si le Docker tombe, il faut le redémarrer automatiquement. Bien.
Ensuite, vous allez vous rendre compte que ça coûte peut-être un peu cher. Une instance, un container Docker, je pourrais mettre plusieurs containers Docker sur une instance. Et donc, vous allez avoir besoin d'un algorithme de placement. Le énième container Docker, vous allez le mettre où? Quelle est l'instance qui est la plus libre pour le moment pour démarrer ce container Docker? Donc, vous allez avoir besoin de scheduling. Et c'est pour ça que sont nées des choses comme Apache Mesa, comme Kubernetes, ce sont des cluster managers pour des containers Docker. Donc ce sont des services qui permettent de gérer des flottes de containers Docker. Et ça, si vous utilisez Kubernetes, vous le savez déjà. Et donc nous avons un service dans Amazon, dans AWS, qui permet de gérer des containers Docker. Ça s'appelle ECS, Elastic Container Services. Donc l'idée avec ECS, c'est vous lui donnez des instances EC2, donc vous devez démarrer vous-même des instances EC2. Sur ces instances EC2, on installe un petit agent qui va parler avec le serveur ECS. Et puis vous dites simplement à ECS, je crée un service, mon web service par exemple, qui est fait de ce container-là, cette image Docker-là, et j'ai besoin d'un Docker avec 2 CPU et autant de gigas de mémoire. Et c'est ECS tout seul qui va déployer les containers sur les instances EC2. C'est lui qui va les monitorer, les redémarrer par exemple s'ils tombent. C'est lui qui va les enregistrer auprès d'un load balancer s'il y a un load balancer devant. C'est lui qui va prendre les décisions de placement. Si vous avez déjà 15 containers sur 3 instances EC2, où est-ce que vous allez mettre le 16e container? C'est ECS qui va faire ça pour vous. Donc ECS, service de management de containers. Et je vais vous montrer, je ne vais pas le créer parce que ça prend un peu de temps à créer. Et là, en une heure, et en parlant de toutes ces autres choses, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais je vais vous montrer cela dans une démo aussi. Donc avec ECS, vous laissez Amazon AWS créer, manager les containers, mais vous gérez toujours les instances EC2. Donc c'est votre responsabilité de scaler, de mettre plus d'instances EC2, de les remplacer si elles tombent, etc. ECS ne gère que les containers Docker qui viennent au-dessus. Alors je dis ECS, mais on a beaucoup de clients qui utilisent Kubernetes également. Et donc on a un service équivalent basé sur Kubernetes, c'est EKS. Donc tout ce que je dis pour ECS est aussi valable pour EKS. L'idée d'EKS, c'est nous démarrons le control plane de Kubernetes pour vous, vous n'avez rien à faire, c'est entièrement géré par AWS. Et puis vous utilisez Kube Control comme d'habitude sur vos containers, et c'est Kubernetes qui fera les décisions de placement, de remplacement, le discovery, le réseau et tout ce que fait Kube Control. N'hésitez pas à me poser des questions, hein. On est en direct, donc allez-y, posez des questions dans GoToWebinar si vous êtes sur GoToWebinar, sur Twitch si vous êtes sur Twitch. Je vois les questions GoToWebinar en direct sur mon écran, donc quand vous me voyez regarder de ce côté-là, c'est parce que je suis en train de regarder les questions, il n'y en a pas pour le moment. Sur Twitch, je dois changer 2-3 fenêtres pour y arriver, donc je ne regarde pas en permanence, donc soyez un tout petit peu patient si vous me regardez sur Twitch, Seb AWS, SEB AWS sur Twitch pour aller vous connecter là-bas. Bien. Maintenant qu'on a parlé de CS et de KS, voyons graphiquement comment ça marche avant d'aller dans la console. Donc avec ECS, vous devez nous fournir des instances. Avec EKS, c'est la même chose, ce sont des worker nodes. Et il y a un agent à installer, ou 2 agents, l'agent Docker et l'agent ECS à installer sur ces instances. Et ECS va aller déployer les containers sur ces différentes instances. Alors là, nos clients nous disaient, bien, j'aime bien ECS, j'aime bien EKS, parce que ça m'évite de devoir maintenir moi-même un système de cluster, que ce soit Kubernetes ou un autre. En revanche, je dois toujours gérer les instances EC2, je dois toujours les mettre à jour s'il y a des mises à jour d'operating system ou des choses comme ça. Je dois toujours faire le scaling. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple? C'est pour ça qu'on a lancé Fargate. Donc Fargate, c'est ECS ou EKS, mais sans machine EC2. Donc vous ne devez pas gérer les machines EC2. Quand je dis sans machine, évidemment, c'est une figure de style. Évidemment, il y a des machines, mais c'est nous qui les gérons, c'est pas vous. Donc elles n'apparaissent même pas dans votre console EC2, vous ne les voyez pas. C'est en quelque sorte du serverless, du sans serveur pour vos containers. Vous dites juste à Fargate, crée-moi un cluster, ECS ou EKS, on supporte les deux. Et puis vous dites à Fargate, déploie-moi 10 instances de ce container. Et Fargate va faire tout le reste tout seul. Donc il n'y a pas d'instance EC2 à gérer, vous n'avez pas de package à installer sur ces instances, vous n'avez pas à scaler ces instances.
Fargate va déployer tout cela automatiquement pour vous. Finalement, vous vous occupez uniquement de votre code dans vos containers, de la configuration de la sécurité par exemple, des règles réseau entre les containers, mais nous nous occupons des instances, évidemment du hardware physique, mais aussi des instances virtuelles. Donc Fargate, c'est de pouvoir tourner des containers sans avoir géré de virtual machine. Donc en gros, on enlève tout ça, qui est ennuyant à gérer, et vous déployez juste des containers. Vous dites juste à Fargate, déploie autant de containers que tu en as besoin. Alors, comment ça se présente? On va revenir dans la console d'AWS. Donc ça, c'est la console telle que je l'avais laissée tout à l'heure sur les instances. Je reviens aux routes de ma console et je cherche le service soit ECS, soit EKS. Ici, je prends ECS pour ce service-là. Vous voyez que j'ai déjà un cluster créé. On pourrait créer un nouveau cluster. Un cluster, ça c'est facile. C'est soit un cluster Fargate, donc finalement vous donnez juste la config réseau, mais rien d'autre, soit un cluster Windows ou Linux, où là vous devez définir les instances EC2 vous-même. Si on choisit Fargate, finalement les seules options qu'on a à choisir, c'est le réseau. Donc on donne un nom à son cluster, démo. On peut créer un VPC spécifique pour ce cluster ou aller dans un VPC existant. Ici, moi, je vais aller dans un VPC existant. Et voilà, mon cluster est créé. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Ensuite, le concept suivant d'un ECS, c'est de créer un service. Donc un service, c'est un groupe de containers qui vont offrir un service, par exemple un web service, une API, couplé avec un load balancer. Et c'est pour ça que je ne vais pas le créer complètement devant vous, parce que ça prend un peu de temps de définir le load balancer, etc. Et une fois que vous avez le service, vous allez mettre des tâches. Alors des tâches, c'est quoi? C'est comme un pod sous Kubernetes. C'est une définition d'une instance d'un container. Donc vous allez dire, je veux prendre l'image container dans ce repository-là et allouer autant de mémoire. Donc on va regarder les options. Pour créer un service, faites create, vous choisissez si c'est un service Fargate ou EC2. Vous choisissez la task definition. Je devrais peut-être commencer par là, ça sera peut-être plus facile. Donc une task definition, c'est une configuration d'un container. Vous allez dans task, vous faites tourner une task. Là aussi, vous dites Fargate ou EC2 et on définit sa task definition. Donc les task definition, elles sont ici. On peut en créer des nouvelles, Fargate ou EC2, toujours. Et vous dites, voilà, ma task definition, c'est démo. Les permissions qui vont être attachées à cette tâche, comme les permissions EC2. Quel est le mode réseau? Quelle est la taille de cette tâche? Combien de mémoire on va allouer à mon Docker? Je voudrais 4 Go et un vCPU. Et quel container on va le mettre? Et là, le container, il peut venir d'une image que vous avez. On a un repo AWS, chez AWS, donc vous pouvez avoir un repo propre, ou ça peut être votre repo sur Docker. Donc vous donnez les limites, les mappings de ports. Donc tout ça, ça fait partie de la définition d'une tâche, les variables d'environnement, le point d'entrée dans votre container. Enfin, si vous avez l'habitude de faire des containers, tout ça c'est assez classique. Les logs par exemple, où est-ce que vous voulez stocker les logs, les ressources, les labels. Mais une fois que vous avez une tâche, une fois que vous avez votre container, ça crée votre tâche. Je vous donne un exemple de tâche que j'ai déjà créé, par exemple. Elles sont versionnées, donc ici je vais prendre la dernière version. Et vous avez tout ça qui est dans un JSON, évidemment. Vous pouvez archiver ces tâches definition dans un GitHub, où vous pouvez utiliser la console graphique pour générer le task definition. Donc une fois qu'on a notre task definition, on peut, dans son cluster, aller définir des tâches. Par exemple, je voudrais exécuter 4 tâches basées sur ce template-là, la version 5, et j'en voudrais 2, par exemple. Dans quel VPC? Ici, on va prendre ce VPC-là. Dans quel subnet? Vous voyez tous les subnets de ce VPC. Ici, je vais prendre un public subnet. Quel security group? On voit qu'il y a un security group qui a été créé. Est-ce qu'on veut qu'il ait une adresse IP publique? Ça dépend des security groups. Et est-ce qu'on veut balancer, comment est-ce qu'on veut balancer le placement de cette tâche sur différents hosts?
et puis vous faites Run Task, et j'ai oublié de cliquer ici quelque chose, et ECS va créer automatiquement la tâche. Ici, je ne peux pas le faire parce que j'ai choisi un rôle qui ne permet pas d'être attaché à cette tâche, mais vous avez le principe. Donc dans mon cluster, une fois que j'ai des tâches qui tournent, je peux créer un service. Je vais vous montrer ce service-là, là c'est plus facile. J'ai ici 4 containers qui tournent, ils sont tous running, j'ai le tâche ID, donc une tâche et un container qui tourne. Et puis j'ai créé un service, et un service, ben, c'est un endpoint réseau qui va s'assurer que mes tâches tournent tout le temps. Donc si j'ai dit je veux avoir 4 tâches, il va s'assurer qu'il y a 4 tâches qui tournent. Et ce service, je peux l'attacher à un load balancer. Ici, j'ai un target group d'un load balancer, donc j'ai une adresse DNS pour ce load balancer. Sur un service, on peut faire du load balancing également pour avoir plus de tâches ou moins de tâches en fonction de métriques que vous définissez. Donc plus de containers Docker ou moins de containers Docker. Au niveau du load balancer, il est bien caché. Le load balancer, il faut aller le voir dans la console EC2. Vous voyez qu'il y a un load balancer associé à ce service, c'est en train de charger. Voilà mon CDK EC2 Fargate, et ce load balancer, il a un nom DNS, donc je peux aller voir une application, l'application qui est déployée dans mes containers. Dans la console EC2, dans la console ECS, pardon, sur la définition de mes tâches, son job c'est de garder 4 tâches toujours. Donc si je décide de tuer certaines tâches, ce que je pourrais faire dans la console, est-ce que je peux le faire ici? Ouais, je vais tuer 3 tâches. Hop, stop. Donc je tue 3 containers, imaginez qu'ils soient morts. Mon service, lui, il est configuré pour avoir 4 tâches tout le temps. Et donc là, il voit que mon desire count est à 4, mon running est à 1, parce que j'en ai tué 3. Et donc très rapidement, quelques secondes après, il va reprovisionner des tâches pour moi sans que je n'ai rien à faire. Alors ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, ça paraît un peu long quand on fait une démo comme ça, parce qu'on doit regarder et puis on attend. Mais en fait, c'est entièrement automatique, il n'y a absolument rien à faire. Je crois que je ne vais pas... Ah voilà, poup, j'ai mes 3 tâches qui sont en train d'être provisionnées, et dans quelques secondes, on aura les containers. Donc provisionner, ça veut dire qu'il crée le container, et dans voilà, là on en a un qui est running, les autres sont toujours en train de démarrer, et voilà, j'ai mes 4 tâches qui sont recréées. Donc si vous déployez des clusters de containers, regardez ECS, regardez EKS si vous utilisez déjà Kubernetes. C'est le moyen le plus simple de démarrer votre cluster Kubernetes dans le cloud. Pourquoi il ne veut pas effacer mon cluster? Delete me. Boom. Ah, voilà, il est effacé. Bien, retour aux slides pour la 3e et dernière partie de ce deep dive sur le compute, c'est la partie Lambda. Container, c'est pas mal, mais vous avez vu, c'est quand même compliqué. Il faut gérer des load balancers, il faut gérer les permissions, il faut gérer le réseau entre les tâches, il faut un control plane Kubernetes si vous utilisez Kubernetes, il y a plein d'options partout, vous devez mettre à jour vos images Docker, donc il y a un moyen encore plus simple de déployer du code, c'est Lambda. Avec Lambda, on a créé un nouveau concept qui est le concept de serverless, où vous, développeurs, vous écrivez du code et rien d'autre, et vous nous donnez ce code à déployer, et on s'occupe de tout le reste, le réseau, le scaling, le provisioning, vous n'avez absolument rien à faire. Donc, des fonctions Lambda, ça vous permet de créer des API, de créer du code qui réagit à des changements d'infrastructure de façon entièrement automatique, scalable, qu'on appelle votre fonction Lambda 1 fois par jour ou 1 million de fois par jour. Vous n'avez rien à changer, il n'y a pas d'infrastructure à gérer. Et ça, c'est l'infrastructure que je préfère. Hein. L'infrastructure qu'il ne faut pas gérer, c'est la meilleure infrastructure. Tout ce que vous devez faire, c'est écrire une fonction dans un langage de programmation de votre choix. On supporte tous les langages de programmation.
out of the box Python, Node.js, Ruby, C Sharp, Java et d'autres que j'ai oubliés. Et puis il y a moyen de faire tourner vos custom runtime. J'ai vu des clients tourner du PHP, du COBOL. Moi je fais tourner du Swift sur Lambda, donc vous pouvez vraiment amener n'importe quoi dans le runtime Lambda. Votre fonction reçoit un événement, c'est un JSON qui représente l'événement qui déclenche votre fonction lambda. Cet événement va dépendre de la source. La source, ça peut être une API, un appel d'API, ça peut être un événement d'infrastructure. Vous pouvez configurer des fonctions lambda pour être déclenchées quand une instance EC2 démarre, par exemple, pour vérifier qu'elle a les bons security groups ou les bonnes politiques. Donc, tous les événements d'infrastructure peuvent déclencher des fonctions lambda, ou une API, un appel d'API d'un client mobile ou web peut déclencher une fonction lambda aussi. Puis il reçoit un autre objet contexte qui dit un peu où elle tourne et à quoi elle sert, cette fonction lambda. Et puis vous devez retourner un JSON. Donc vous en faites ce que vous voulez. Typiquement, vous allez le mettre devant API Gateway, qui est un service managé pour faire des API REST. On a aussi un service managé pour faire des API GraphQL qui s'appelle AppSync. Et on va faire ça là maintenant ensemble dans une démo. Donc je reviens à ma console AWS. On va cliquer en haut à gauche pour retourner au départ. Et je vais aller voir le fameux service Lambda. Alors, de nouveau, on choisit la région. Ici, je suis sur la région Paris. Je n'ai pas de fonction pour le moment, donc je vais créer une fonction. Première chose à faire, c'est dire est-ce que vous voulez démarrer de rien ou est-ce que vous voulez utiliser un template, un blueprint, donc un exemple. On a aussi un repository d'applications serverless, donc des gens, n'importe qui peut publier des applications. Vous pouvez browser, searcher, réutiliser des applications déjà développées par quelqu'un d'autre. Ici, pour la démo, je vais partir de rien. Et on va utiliser du Python par exemple. Vous voyez, ça ce sont les langages supportés, .NET, Go, Java, Node, Python, Ruby, les dernières versions, ou des autres versions, ou utiliser votre custom runtime pour amener des choses, des langages qui ne sont pas supportés. Ici on va partir en Python. Vous pouvez choisir d'utiliser un rôle ou d'utiliser un rôle existant si la fonction a besoin d'accéder à d'autres services, au moins le service de log Amazon CloudWatch. Donc il faut, si vous choisissez Create a role with basic lambda permission, ça sera juste le droit d'accéder au log, de pouvoir écrire des logs dans CloudWatch. Ensuite, vous définissez quel est le trigger de votre fonction lambda. Si vous voulez faire une fonction lambda qui fonctionne quand il y a un commit sur Git, quand il y a un changement dans une base de données DynamoDB, quand il y a un fichier qui arrive sur S3, quand il y a un message qui arrive dans une queue, etc., etc., etc. Ou ça peut être Event Bridge, CloudWatch Events, donc des événements d'infrastructure qui se passent. Event Bridge est un peu un EAI dans AWS pour router des événements d'un système à un autre. Si vous développez des skills Alexa, c'est également un bon moyen, Lambda est un bon moyen. Ça peut être des événements externes également, quelque chose qui se passe dans votre environnement, Freshworks, Datadog, New Relic, Auth0, Sugar CRM, Symantec et tous ceux que vous voyez sur cette liste. Pour le moment, je ne vais pas mettre de trigger, on le rajoutera après, et je vais directement au code. Ici, le code est extrêmement simple, hein. J'ai une fonction qui s'appelle Lambda Handler qui reçoit un événement et un contexte. Ici, on peut faire quelque chose, on peut par exemple dire print event. Je peux sauver ma fonction. Il y a d'autres réglages en dessous, enfin je ne vais pas aller plus dans les détails parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a 10 minutes. Et je peux tester ma fonction. Pour tester, je dois créer un événement de test, vous savez, le JSON qui sera passé en paramètres. Par exemple, key 1 égale valeur 1, etc. On a des JSON prédéfinis si vous voulez simuler ce que c'est que le JSON qui vient d'Alexa, qui vient d'S3, qui vient de... En fonction de la source que vous avez, vous pouvez utiliser un JSON que vous souhaitez. Et puis on clique sur test et si tout va bien, on voit ici le résultat de ma fonction. Et on voit le log, on voit qu'il y a eu un start, un end, et on voit le résultat du print ici que j'ai été faire. Maintenant, si je veux exposer cette fonction comme une API, je vais dans un autre service, parce que pour le moment, le seul moyen d'appeler cette fonction, c'est en utilisant l'API de Lambda pour faire un invoke. C'est pas très, enfin, ça marchera, mais si vous avez une application mobile ou web, vous pouvez probablement mettre une API Gateway devant. Donc je vais sur la console, je cherche API Gateway, et je vais créer un HTTP API
qui est le moyen le plus simple de connecter une fonction lambda. Alors une API, elle doit avoir un back-end, c'est ce qu'on appelle une intégration, et mon back-end, ça peut être soit un autre service HTTP, soit une fonction lambda. Donc je choisis une fonction lambda, et j'en ai qu'une, donc c'est ma fonction démo. Je donne un nom à mon API, démo, et je configure les routes. C'est ici que vous dites, ben voilà, si c'est un get sur /demo, alors j'appelle ma fonction lambda démo. Mais vous pouvez en avoir plusieurs. Par exemple, pour un post, ça pourrait être une autre fonction lambda. Ou pour un get sur un autre pass, démo 2, ça pourrait être une autre fonction lambda. Ou la même, vous choisissez. Donc ça, c'est votre mécanisme de routage. Ensuite, vous faites create et vous attendez quelques toutes petites secondes. Et vous voyez que vous recevez un nom DNS protégé par TLS, HTTPS, pour exposer cela. Alors si je l'appelle, ici, il va y avoir une erreur, c'est normal. Et il me dit message not found. Ça, vous le voyez en plus grand. Pourquoi? Parce que dans ma route, souvenez-vous, dans la route, où est-ce qu'elle est la route? Elle est là, la route. On avait dit que le get, il est sur /demo. Donc je dois appeler /demo. Et là, on a hello from lambda, donc la fonction lambda qui a bien répondu. Évidemment, dans la vraie vie, vous allez mettre des autorisations pour vérifier, des authorizers, vérifier qu'il y a un cookie, un token JWT par exemple. Donc on supporte, vous devez nous dire dans quel header se trouve le token et l'API Gateway va vérifier le JWT authorizer. Dans la vraie vie, vous allez probablement supporter des règles corse également pour nous permettre de faire du cross-domain dans des sites web si vous voulez que cette API soit appelée depuis un site web par exemple. Vous pouvez exporter votre domain definition au format JSON YAML pour des besoins de backup et ça sera au format OpenAPI 3. Vous pouvez créer évidemment d'autres API à partir d'un export. Vous pouvez aussi appliquer du throttling, donc avoir plusieurs stages, par exemple prod, dev, test, et appliquer des règles de throttling sur un stage. Ici, je n'ai pas créé de stage, je peux utiliser celui par défaut, mais le throttling peut être fait par route ou de façon générale pour l'ensemble du route, donc une limite de burst et une limite de rate par seconde. Donc voilà un petit tour de l'API Gateway. Il y a d'autres moyens, si vous êtes développeur, vous pouvez aussi utiliser le terminal et je vais partager mon terminal avec vous, je suis en train d'agrandir la police pour que vous voyez bien. Donc il y a des frameworks, il y a un framework third party qui s'appelle Serverless qui est assez populaire, il y a un framework AWS aussi qui s'appelle SAM qui vous permet de créer des applications serverless Lambda API Gateway extrêmement facilement. Par exemple, je peux faire un SAM et voir toutes les commandes init, validate, build, etc. On va faire un SAM init. Alors, est-ce que je veux un quick start? Oui, je veux un quick start. En quelle langue? En Python. Le nom SAM app, ça me vient très bien. Donc là, il clone un exemple de projet. Hello World, par exemple. C'est un peu plus haut. Et ça a l'air d'être fini. Je vais diminuer un tout petit peu la taille de ma fenêtre pour pouvoir la voir. Donc là, il m'a créé une application SAM App. On voit qu'il y a une fonction Hello World là et que finalement le Hello World il est très similaire. Il y a un peu plus de commentaires, mais globalement c'est la même chose. J'ai mon Lambda Handler qui est ici et j'ai un return status code et un body qui est là. Après, vous pouvez faire SAM package pour créer un zip file et le déployer et le mettre sur S3. Et puis SAM deploy, il va vraiment déployer une API gateway comme on vient de le faire là et une fonction lambda. Tout ça est défini dans un fichier YAML. Vous avez vos ressources. Ici, Hello World Function, c'est une serverless function, une SAM function. Vous
vous avez le nom du fichier Python, Python 3.8, donc dans la directory Hello World Handler, App Lambda, Lambda Handler. Et puis les événements pour déclencher, ici c'est une API Gateway sur Hello et Get. Et cette API, vous pouvez évidemment la tester en local avec SAM. Donc SAM local vous permet soit d'invoquer la fonction directement en local avec start lambda ou invoke. Invoke c'est one shot, start lambda elle reste en écoute en permanence et vous pouvez l'invoquer plusieurs fois. Ou vous pouvez aussi faire un SAM local start API où là il va simuler une API gateway dans un Docker. Donc il faut évidemment avoir Docker installé. Voilà, il est en train de démarrer, ça prend quelques secondes. Hop, on va faire son SAM local start API. J'ai toujours mon Docker qui est en train de démarrer, ça prend quelques secondes. Allez mon petit Docker, installe-toi, démarre. Ah voilà, là il est démarré. Donc, hop, il me met un endpoint 127.0.0.1 3000 et donc je peux invoquer ce endpoint. Je regarde que vous voyez toujours ma fenêtre, oui. Donc je peux faire un curl -v sur ce endpoint. En principe là j'ai un forbidden. Pourquoi? Parce que souvenez-vous c'était /hello le endpoint. Et donc si je fais /hello, alors la première fois ça prend un tout petit peu de temps parce qu'il démarre le container Docker, mais on voit que j'ai bien le message hello world de ma fonction lambda qui est retourné ici. Et le petit délai, c'est parce que chaque fois il démarre un container Docker, vous voyez le résultat ici, vous avez le log de lambda avec le start, le end. Et ce qui se passe ici, au fait, il va chercher une image Docker que moi j'avais déjà installée. Donc la toute première fois, ça prend plusieurs secondes, ça dépend de votre réseau. Il monte ce container, et il tourne ce container, il tourne votre fonction lambda dans le container. Voilà, plusieurs options pour tourner votre code dans le cloud. On va essayer de les récapituler toutes. Je fasse ça. Et de revenir ici. Je peux aussi effacer. Donc il n'y a pas de coût si vous n'utilisez pas API Gateway. Donc si vous ne l'effacez pas, ce n'est pas très grave. Même chose pour Lambda. Le coût, c'est uniquement si vous appelez la fonction Lambda. Donc juste avoir une fonction Lambda comme ça qui n'est pas appelée, ça ne coûte absolument rien, mais bon, je prends une bonne habitude d'effacer, d'éteindre la lumière derrière moi quand je sors. Bien, il est 13h01, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que je n'ai pas été trop vite dans mes différentes démos. On a parlé de quoi? On a parlé de C2. C2, ce sont des machines virtuelles. Vous êtes root, vous déployez ce que vous voulez dessus. Vous avez entièrement contrôle sur ces machines virtuelles. C'est là où vous avez le plus de travail, mais c'est là où vous avez le plus de flexibilité. C'est aussi probablement la bonne option si vous avez des applications existantes à déployer parce qu'elles tournent déjà dans des virtual machines. L'autre service qu'on a vu, c'est ECS, EKS et sa variante ou leur variante avec Fargate sans instance EC2 pour déployer des clusters de containers. Ça, c'est le bon choix si vous avez des containers à tourner, vous avez déjà une application avec des containers. Ensuite, vous avez Lambda, et Lambda, je dirais, c'est le bon choix si vous démarrez une nouvelle application from scratch. Comme ça, vous n'avez pas à vous ennuyer avec des containers, toute la configuration de réseau. Vous créez vos fonctions Lambda avec SAM, par exemple, ou avec Serverless, et vous les déployez dans le cloud. On crée une API AppSync, GraphQL, ou une API REST avec API Gateway, comme je l'ai montré, que vous pouvez appeler depuis vos applications mobiles ou depuis vos applications web. Voilà pour ce webinaire Compute aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne vois pas de questions dans la console GoToWebinar, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne vois pas de questions dans Twitch non plus, à part Sadia qui dit merci, très bien expliqué, avec plaisir. Ravi que ça puisse être, que ça ait été utile à certains d'entre vous. Ce que je vais faire, je vais couper mon micro, couper le screen sharing, mais le GoToWebinar va rester actif encore 5-10 minutes. Donc si vous avez une question, allez-y, posez-la et je répondrai alors en mode texte dans les questions. Je demande à ma collègue s'il y a des questions pour moi. Parce
que je crois que c'est elle qui voit les questions et qui doit me les assigner. Bien, bon après-midi, profitez du beau temps, bon travail. Demain, même heure, même endroit, nous nous retrouvons pour parler stockage. Donc demain, on va parler EBS, EFS, Elastic File System avec NFS, on va parler S3 également. Et on jouera un peu, comme je l'ai fait aujourd'hui, avec des démos dans la console ou en ligne de commande sur Amazon S3. Voilà, passez une bonne après-midi. À la prochaine. Ciao.